Chers auditeurs, bienvenue dans la 6e partie de Néon et Opale. Si vous n'avez pas écouté le reste de notre histoire, nous vous recommandons de revenir en arrière et d'écouter les épisodes précédents, sans lesquels des éléments importants du contexte vous échapperont. Néon et Opale est une histoire tragique, mêlant horreur psychologique et physique, ainsi que des thèmes pouvant heurter la sensibilité de certains. Violence physique, psychologique, santé mentale, usage de drogue, violence policière, trafic humain sont autant de sujets abordés tout au long de cette histoire. Si certains de ces thèmes sont de trop pour vous, nous vous recommandons d'arrêter là votre lecture. Après avoir assisté à une scène d'émeute cauchemardesque en suivant une terrifiante figure liée à son passé, l'inspecteur Mallory Baron fait la rencontre d'Isaiah, un SDF mystérieux qui l'a tiré de cette très dangereuse situation. Mallory fait ses adieux à ce personnage et part à la rencontre d'Emmanuelle, mentor, tutrice et directrice de la brigade des stupéfiants. Elle ignore que sa journée va prendre un virage vers l'inexplicable. J'aimerais savoir, avant qu'on décide de où est-ce qu'on te retrouve exactement, ce que Mallory compte faire de son côté. Là, ce qu'elle veut, c'est aller voir Emmanuel parce qu'elle lui a dit que c'était à propos du boulot et ça reste une priorité pour Mallory parce qu'elle sait que les ressources qu'elle a au boulot, c'est potentiellement ce qui va pouvoir l'aider à comprendre ce qui lui est arrivé, mettre un fin mot à cette histoire et trouver les responsables. Tu avais déjà envoyé un message à Emmanuel pour la prévenir que tu allais avoir du retard. Elle t'a renvoyé un message dans la foulée pour te prévenir qu'elle ne serait pas dans son appartement, mais qu'elle serait présente à un café dans la rue en contrebas, café de la place, qui est un endroit où vous allez prendre des cafés régulièrement quand Emmanuel est entre 2 heures de travail et qu'elle n'a pas vraiment le temps de te recevoir chez elle. Tu t'y rends assez rapidement. Changement de décor pour toi, puisque tu débarques donc dans un arrondissement un petit peu plus huppé de Paris. En tant que chef de la brigade des stupes, Emmanuel vit quand même dans un quartier qui a un certain standing. Ce qu'on appelle le café de la place n'est pas en reste. C'est pas un endroit qui est grand, c'est un petit troquet qui est caché à l'angle d'une place qui, au moment où tu arrives, est éclairé par la lumière du soleil qui perce difficilement à travers les nuages. La pluie s'est vraiment calmée à ce moment-là, donc tu marches dans quelques flaques en arrivant sur une place coquette qui est un petit peu envahie de verdure. Tu rentres donc dans ce café qui est pas très grand, qui est un petit peu une petite perle cachée que toi, Emmanuel, vous avez dégoté au fil des années. Pour vous, un petit coin de refuge calme. Quand tu rentres, il y a un grand comptoir avec un miroir en fond. Le propriétaire et tenancier du café est en train de nettoyer le comptoir. Il te jette à peine un regard. Tu retrouves Emmanuel à la table que vous prenez habituellement. Une table qui se situe au fond dans un endroit calme. Elle est assise sur une chaise, elle t'a laissé la banquette comme à son habitude. Elle est de dos, elle te voit pas arriver. Quand tu arrives, tu vois qu'elle est en train de pianoter sur son portable assez rapidement, comme elle a l'habitude de le faire quand elle est en mode boulot. Donc Emmanuel, elle a des cheveux blancs qui sont coupés au carré, presque la cinquantaine. Elle est toujours habillée impeccablement et elle prend vraiment soin d'elle, particulièrement depuis qu'elle a pris ses fonctions de chef de la brigade des stupes. À l'heure actuelle, elle est habillée d'un tailleur très simple mais très élégant de couleur sombre. Elle a toujours une attitude qui est très digne dans son travail, de prendre de la distance avec les gens, particulièrement dans ses fonctions. Au moment où tu t'approches dans son dos, elle ne te voit pas arriver. Quand elle entend tes pas derrière elle, elle se tourne vers toi. Quand elle te voit, elle fait un grand sourire. Elle se lève pour t'accueillir, puis son expression, elle se fige un petit peu. Mallory, tout va bien? Oui, excuse-moi du retard. Je viens de vivre une scène assez irréelle. Il y a eu une altercation sur la bouche du métro par laquelle je passais. Oh mon Dieu, mais tu y étais, tu vas bien? Pourquoi t'es déjà au courant? Bien sûr que je suis déjà au courant, tu n'as pas regardé les infos? Non, j'ai pas regardé les infos. Il y a plusieurs camions de CRS qui y sont en ce moment, la place est complètement bouclée. Assieds-toi, pardon, j'oublie mes manières. Je m'assois. Comme c'est un repère, ce café, je fais un signe au serveur que je veux un café. Donc je lui parle de ce qui s'est passé. En fait, il y a une dame qui a commencé à crier de manière vraiment très véhémente. Et en fait, il y avait plusieurs officiers de police qui avaient arrêté 2 jeunes garçons, je crois. Ils les avaient menottés et en fait, elle était à les insulter, à les empêcher, en fait. Je sais pas trop pourquoi, parce que je sais pas pourquoi ils les ont arrêtés, je sais pas qui c'était. Enfin, elle est devenue vraiment très, très véhémente et en fait, ça a attiré beaucoup de monde et on s'est retrouvés très vite dans une foule innommable. Enfin, c'était vraiment étouffant et d'un coup, en fait, il y a quelqu'un qui a balancé un cocktail molotov. Tout le monde a commencé à se battre
Et en fait, ce qui était assez surréaliste, c'est qu'il y a des gens qui se battaient entre eux, qui essayaient même pas de taper la police. Et sauf qu'il y a un des flics qui a commencé à tirer dans le tas, donc ça a vraiment dégringolé, ça a complètement dégénéré. Et en fait, je me suis retrouvée complètement tétanisée, je me suis fait bousculer, je suis tombée par terre. Et c'était hallucinant. Mais tu vas bien, tu t'en es sorti, tu n'es pas blessé. Est-ce que tu as besoin qu'on aille à l'hôpital, qu'on appelle le docteur Tessier? Non, 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 pas du tout, ça va. Ça va, j'ai rien eu moi. Mais par chance en fait, enfin, j'ai juste tombé sur un mec, qui m'a sorti de là, par pure bonté. Vraiment? Ouais, ouais, je sais pas trop d'où il sortait, il m'a aidé parce qu'il m'a vu en détresse, c'est ce qu'il m'a dit. Dieu merci que quelqu'un ait pu te sortir de cette situation. J'ai pas tous les détails de la situation, mais de ce que j'ai compris, il y a eu plusieurs morts sur cette place. Des renforts ont été appelés pour endiguer la situation qui a très vite dégénéré et qui a failli se propager à d'autres quartiers de la ville. La zone est complètement bouclée à l'heure où je te parle, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont en détention. Il y a des appels à la manifestation qui sont en train d'être mises en place partout sur les réseaux sociaux. L'opinion publique est vraiment contre la police à l'heure actuelle. Bah, le mec a quand même commencé à tirer dans le tas, quoi. Tirer dans le tas aveuglément, je dirais. C'était pas, viser quelqu'un pour, arrêter, le mouvement de foule, tu vois? C'est vraiment il a commencé à tirer dans le tas par enfin, je sais pas, son visage était déformé tellement il était hors de lui, c'était pas normal pour un flic, tu vois? Je sais que ça arrive et c'est horrible, mais ça me choque toujours de voir des flics qui se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont, en fait, et qui l'utilisent comme ça sans La situation est hors de contrôle en ce moment, Mallory, c'est une catastrophe. On est débordé, ce genre d'incidents et de violences, qu'elles viennent de notre côté ou de personnes en face, est de plus en plus. Il y a 2 jours, non, je sais pas si. Si, si, dis-moi. Il y a une femme qui a été agressée il y a 2 jours, un matin. Elle était sur la coulée verte. Elle se promenait avec son enfant en bas âge. Quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a tué son bébé sous ses yeux. Quoi? Mais ils ont réussi à choper celui qui a fait ça? Non, nous sommes en sous-effectif. Mais il y a un portrait robot qui a été fait au moins? Non, rien du tout. Le seul témoin, c'est cette pauvre femme qui s'est retrouvée coincée en plein brouillard sur ce pont avec cette espèce de malade qui est sorti de nulle part. Mallory, il a tranché la langue de cet enfant C'est absurde. sous les yeux de sa mère. Mais pourquoi? Je comprends pas ce qui se passe dans cette ville depuis quelque temps. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, deviennent complètement fous de ce qui s'est passé cet après-midi. Dans toute ma carrière dans la police, j'ai vu des émeutes, j'ai vu des manifestations qui tournaient mal, j'ai vu des arrestations abusives. J'ai vu, et tu as vu aussi ce que l'être humain pouvait faire de pire. Enfin, je pensais que c'était ce que l'être humain pouvait faire de pire, mais je suis fatigué, Mallory. À ce stade, nous n'avons pas assez de recrues pour avoir une force de police suffisante pour endiguer toute la violence qui règne en ville à l'heure actuelle. Entre Boutvagie et les Oushkou qui s'entretuent dans les rues, les junkies qui attaquent des civils qui n'ont rien demandé, les personnes qui vrillent complètement à cause de la drogue. Excuse-moi, je devrais pas me décharger comme ça. Tu sors de quelque chose d'extrêmement traumatisant et je suis là à radoter mes problèmes de vieille femme. Comment tu te sens? Excuse-moi. Moi ça va, plus être dans la police, dans le feu de l'action, dans la pression, ça m'a enlevé certaines pensées, certains côtés un peu absurdes de cette fonction, mais oui, c'est peut-être pas plus mal que je sois mise à pied. Mais j'avance pas. J'avance pas, j'ai toujours les mêmes visions, toujours les mêmes souvenirs qui refont surface et ça n'avance pas, j'ai aucune piste, j'ai rien qui me fait avancer sur qui aurait pu faire ça, pourquoi je m'en rappelle, qu'est-ce que j'ai vu. C'est pas docteur Tessier qui m'aide beaucoup, par me dire non, non, mais je vous entends, vous êtes pas folle, moi je vous crois. J'y crois pas du tout. Le mec essaye juste de me donner des médocs. Après, il pense que je suis prête à être réhabilitée, mais ça m'arrange bien, mais ça m'aide pas vraiment, en fait. Ça fait des mois que je vais le voir pour parler de la pluie, du beau temps, en fait. Mais c'est quoi dont tu voulais me parler? C'était ça? C'était cette histoire avec cette femme? Je vais pas passer par 4 chemins, Mallory. Je pense qu'il faut que je sois honnête avec toi. Ok. Si je t'ai demandé de me rejoindre ici aujourd'hui, c'est pour une raison très particulière. Pour être tout à fait honnête avec toi,
Le docteur Tessier m'a appelé cet après-midi. Ah! Qu'est-ce qu'il t'a dit de beau? Il m'a fait comprendre qu'il était potentiellement disposé à te faire réintégrer les forces de police incessamment. Et justement, je voulais te parler de ça. Mais avant de t'en parler, je voudrais que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu te sens vraiment capable de réintégrer la brigade des stupéfiants? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Pas le choix. Sans ça, je peux pas avancer. Sans ça, je peux pas comprendre ce qui m'est arrivé. Sans ça, j'ai pas les ressources nécessaires. Sans ça, je pourrais pas prouver à Oscar que je suis pas folle et que je suis pas devenue comme papa et maman et que j'ai pas le choix. J'ai quelque chose à te dire et je veux que tu m'écoutes très attentivement. Et ce que je vais te dire maintenant ne doit pas sortir de ces 4 murs et tu ne dois en parler à personne. Peut-être à Yann. Toi et lui, vous êtes les seules personnes à qui je fais confiance. Le Bastion vient de mettre en place une cellule spéciale. Cette cellule, son but, c'est d'enquêter sur une série de meurtres. Il y a plusieurs personnes, 3 pour être exact, qu'on a retrouvées mortes chez elles, toutes selon le même mode opératoire. Et la dernière en date, c'est Sergei Dinarov. Attends, celui qui filmait de la pédopornographie? Ça faisait 10 ans que personne ne savait où il avait disparu. Il a été retrouvé mort dans le bureau d'une casse automobile, à la périphérie de Paris. Jusqu'à présent, on n'accordait pas vraiment d'attention à ces meurtres. Il s'agissait de 2 personnes que rien ne semblait lier, mortes certes selon le même mode opératoire, dans l'année qui vient de précéder. Étant donné la situation actuelle en ville, ça paraissait impossible d'allouer des ressources à ça. Sauf que... voilà qu'il y a quelques jours, suite à un appel anonyme, en pleine nuit, la police tombe sur une scène de crime et on retrouve ce bon vieux Sergei, suspendu au plafond de son bureau, les lèvres et les paupières tranchées. Et nous pensons que cet événement, ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase et qui fait absolument tout exploser en ville. Si je t'en parle, Mallory, c'est premièrement parce que je te fais une confiance absolue et que je connais tes talents d'enquêtrice. Et dans un second temps et avant tout, c'est parce que je veux savoir si tu veux rejoindre cette unité. Bah là, en fait, ce qui se passe dans la tête de Mallory, c'est qu'elle commence à faire des liens. Elle commence à réouvrir un schéma mental de toute la famille Boudvagy. Elle est en train de se faire tout un... Elle est en train de se remémorer toutes les enquêtes sur lesquelles elle a travaillé, sur tous les mecs qu'elle a arrêtés, sur tous les trucs qu'elle a repérés, sur tous les codes. Enfin, et là, elle se dit que ce mec-là, s'il meurt maintenant, c'est qu'il y a un souci. Ou, elle sait pas, mais c'est qu'il y a un truc qui a changé et qui est massif. Et ça peut être une opportunité de dingue pour atteindre les Boudvagy et frapper en plein cœur, quoi. Mais d'un autre côté, pendant que tout ce schéma mental se faufile dans ses pensées, elle peut pas s'empêcher d'être, comme elle l'est en permanence depuis son accident, en détresse. Donc, elle a peur, elle se dit qu'elle sera pas en état, elle se dit qu'elle va complètement paniquer, qu'elle va faire que de la merde, qu'elle va pas être apte psychologiquement à réfléchir parce qu'elle est embrouillée, son esprit est embrouillé en permanence par son accident. Mais je pense que de toute façon, son travail et la volonté d'émener ça, ça prend le dessus, je veux dire. C'est un travail d'acharné depuis tellement d'années que là, c'est genre la porte ouverte, quoi. Elle sait qu'en tant que flic, elle n'a pas le choix. C'est le moment ou jamais. Mais en tant qu'être humain, elle est paniquée. Donc elle répond à Emmanuel, évidemment, que je veux faire partie de cette unité. Évidemment. Mallory, si c'est trop compliqué en ce moment, je ne t'en voudrais pas. Non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. C'est une opportunité comme on n'aura jamais, donc c'est maintenant. Et je te remercie de me faire encore assez confiance pour me confier ça. Je sais pas qui d'autre est dans cette brigade, mais qu'importe. Il faut qu'on le fasse, tu le sais que j'ai pas le choix. Je m'attendais à ce que tu me répondes ça. Déjà, je sais pas comment te remercier, même si je dois t'avouer que depuis que je sais que cette unité va être montée, je suis dans un état de culpabilité terrible de vouloir te demander de reprendre le service aussitôt, après tout ce qui t'est arrivé. C'est très dur pour toi, et je sais ce que ça implique. Mais vraiment, toi et Yann, vous êtes les seules personnes à qui je fais confiance.
Donc Yann fait partie de la brigade aussi. Malheureusement non. En fait, je n'avais pas le choix, il fallait que je choisisse quelqu'un. Tu es honnêtement une bien meilleure enquêtrice que lui. Qui plus est, j'ai besoin de quelqu'un à l'extérieur qui me renseigne sur les agissements de ce qui se passe dans le bastion, parce que je ne fais confiance à personne. Ah oui, à ce moment-là. Écoute, en fait, tu sens que pendant qu'elle est en train de te parler, pour la première fois de ta vie, tu vois qu'Emmanuel a peur. Elle le montre pas parce qu'elle garde une stature digne et tout, mais elle est penchée vers toi. Elle regarde furtivement autour d'elle par alternance. Tu vois qu'en fait, elle a éteint son portable à un moment donné pour pouvoir que vous puissiez vous parler. Tu sens que c'est vraiment ce qu'elle te dit là, c'est très important. Cette unité, elle a été montée par Christian Lemoine. Christian Lemoine, c'est le directeur général du Bastion. C'est le boss de la police, quoi. C'est un homme qui a pris la direction du Bastion à peu près au moment où il a été mis en place, donc ça fait quelques années maintenant. Et c'est un homme que peu de gens ont rencontré en fait. C'est une figure qui est très énigmatique, c'est-à-dire que si tu entends parler de lui, c'est vraiment un gros truc. Donc elle enchaîne en expliquant. Cette unité, c'est un partenariat entre l'IGPN, la brigade criminelle et la brigade des stupéfiants. Chapeauté par le directeur du Bastion. Lui-même. C'est lui qui a demandé personnellement à monter cette brigade. Au lendemain de la mort de Dinarov. Et je pense... Enfin, je ne sais pas quel est ton avis sur la question, mais je trouve ça très suspect qu'une unité d'une ampleur pareille ait été montée aussi rapidement après la mort d'un seul homme. Bah surtout dans ce contexte-là, quoi. De l'aveu de Lemoine lui-même, la police n'a pour l'instant pas les ressources nécessaires pour monter une opération de démantèlement d'une ampleur énorme ou une unité de profiling. Ils ont donc choisi des officiers qui étaient des spécialistes de leurs unités pour enquêter sur ces meurtres. Tu seras donc représentante de la brigade des stupéfiants au sein de ce groupe. Il y a que 3 officiers dont j'ai connaissance qui font partie officiellement de la brigade. Le premier, c'est Léon Castelli, très ancien élément de la brigade criminelle, qui a des états de service impeccables. Et c'est surtout un grand spécialiste des dossiers de l'opération Panthère et des bouts de vagie. Ah mais oui, je me disais que je connaissais son nom. L'autre élément, et dont tu as certainement entendu parler, c'est Martial Lemaître. Je pense que Yann t'en a certainement parlé, ils se connaissent très bien. Il me semble, oui. Ils étaient coéquipiers du temps où le maître était à la brigade des stupes. Mais il faut que je te dise autre chose. Il y a des suspicions sur le fait que ces meurtres aient potentiellement quelque chose à voir avec Ushku. Et la raison pour laquelle le maître fait partie de cette unité est explicitement de surveiller Léon Castelli. Quoi? Comment ça? J'ai pas tous les détails parce qu'on cache beaucoup de choses, mais dans sa propre brigade, Castelli est pas vraiment bien vu par tout le monde. Il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas clair et qu'il cache quelque chose et que potentiellement il sait quelque chose sur Ushku. J'ai assisté à l'entretien de Martial Lemaître, tout le monde était là. Le chef de l'IGPN, le chef de la brigade criminelle, moi-même et le moine en personne. Le moine et le Martin, le chef de l'IGPN, ont demandé personnellement à Lemaître de surveiller Castelli. Ce qui me fait penser qu'il se passe quelque chose de politique dans les couloirs du Bastion. Qu'il y a des gens qui cherchent à en évincer d'autres et que potentiellement le moine cherche à purger ces éléments les plus instables de la police. J'ai besoin de toi, Mallory. J'ai besoin de toi pas seulement pour élucider ces meurtres, mais aussi parce que j'ai besoin de savoir si notre propre état-major nous ment et essaie de nous évincer. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu seras intégré à cette brigade, il y a de fortes chances que tu sois amené à me reporter personnellement des informations que tu ne pourras pas donner aux autres. Ok. Est-ce que tu es quand même d'accord pour participer à tout ça? Ouais. Il y a plusieurs conditions à ce que je viens de te dire. Ça ne m'étonne pas. Dans les premiers mois de ton retour dans le service, il faudra que tu continues à voir le docteur Tessier. Qu'il puisse avoir confiance en moi, c'est ça? Mente si tu le veux, ne donne pas tous les détails. Je ne connais pas ce médecin, je sais que c'est quelqu'un de confiance aux yeux de beaucoup de gens, mais si tu veux donner le change, ne te force pas à dire la vérité. Il faut que personne se doute de quoi que ce soit. L'autre condition, et ça c'est entre toi et moi, c'est que je veux un rapport hebdomadaire détaillé sur ce qui se passe, qui fait quoi. Je veux que tu étudies les autres. Il y a une dernière condition. Je sais que parmi les éléments de cette unité, il y a un agent infiltré dans les bouts de vagie qui travaillera avec moi. Oh. Cet homme, il va avoir besoin d'un agent de liaison.
Je veux que ce soit toi. Tu seras la personne à qui fait son rapport, directement. Je sais que t'as confiance en moi et que tu crois que je suis capable de tout ça, mais qui m'est arrivé, tout le monde sait ce qui s'est passé, j'ai ma réputation maintenant. Donc, est-ce que tu penses que ils vont pas me mettre à l'écart? Ils vont pas enfin, je veux dire, ils me font jamais assez confiance pour me partager des trucs. Je suis la folle maintenant, je suis la folle des stupes, je suis celle qui a vu des fantômes, je suis celle qui va voir la psy parce qu'elle est pas capable, enfin, C'est justement pour ça que tu es parfaite. pourquoi? Léon Castelli est un ancien de l'opération Panthère, dont le témoignage a été effacé de son dossier. Martial Lemaître est détesté par une grosse partie de ses anciens collègues parce qu'il a témoigné contre les requins. Tu comprends où je veux en venir? On s'est tous fait berner. Exactement. Mais qu'est-ce qui dit que eux-mêmes ne vont pas faire des rapports à d'autres gens? Oh mais c'est certain. C'est un jeu très dangereux auquel on s'apprête à jouer, Mallory. C'est pour ça que je veux que tu sois sûr de ton engagement. Parce que je ne sais pas si tu réalises l'implication de tout ce que je viens de te dire, mais c'est énorme. Oh si, c'est bien pour ça que tu sais que je n'ai pas le choix. Il faut le faire. Et comme t'as dit, je vois pas qui d'autre pourrait le faire. Comment se sent Mallory? Bah, Mallory, elle est au pied du mur. Parce que, comme elle a dit à Emmanuel, même si elle doute énormément d'elle, même si elle pense qu'elle est pas capable, ne serait-ce que physiquement, psychologiquement, elle a plus du tout les mêmes capacités qu'avant. Elle sait à quel point l'opportunité est trop grande pour l'ignorer. Et que, ouais, ça va être une drôle de danse. On peut pas dire non plus qu'elle soit tétanisée par la tâche. Elle est pas très stable, de toute façon, de manière générale. Ça rajoute une petite goutte dans le vase à emmerde, si je puis me permettre. Emmanuel te fait face. Je sais que c'est égoïste, mais ça me soulage de savoir que tu acceptes. Elle reprend une gorgée de son café, qu'entre-temps le serveur vous a emmené sans un mot. Je devrais peut-être pas en parler, mais il faut vraiment que toi et Oscar, vous parliez. Je sais. C'est pas moi qu'il faut convaincre. En ce moment, il est en stage dans un hôpital psychiatrique. Hmm. Il va bien. Il est assez ravi d'y travailler, à vrai dire, même s'il me dit que c'est très très dur. Mais je pense qu'il est temps. Si tu veux que je lui parle et que je lui dise de... Qui arrive, oui, mais tu le connais, c'est une vraie tête de mule. C'est une tête de mule, mais il t'aime. Écoute, je vais faire mon possible et je vais essayer de le convaincre de t'appeler. Je vais faire de mon mieux, Mallory. Ouais, moi aussi. Je suis désolé de t'en avoir mis autant sur les épaules. Essaie de pas... On pourrait... Je ne sais pas, tu pourrais passer à la maison un de ces soirs. Pas ce soir, je dois aller travailler pour m'occuper du grand jour. Mais Écoute, tu sais comment se passent mes nuits, je suis trop instable, j'ai pas envie de faire subir ça aux gens que j'aime. J'ai du mal à me supporter moi-même déjà. Ce serait trop dangereux, surtout si Oscar. ne t'isole pas, Mallory. J'ai pas le choix, Emma. Tu comprends pas ce que je vis. Tu peux pas passer ta vie enfermée chez toi. T'imagines le risque que je prends rien qu'en sortant? Si ça se trouve, là, dans 10 minutes, je vais complètement perdre pied et je vais me réveiller 10 heures plus tard, Dieu sait où, et j'aurai aucun souvenir de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu faire. C'est trop risqué, Emma. Peut-être que je pourrais passer une après-midi te voir dans ton appartement. Si t'es pas entre 18 dossiers, oui. Je libérerai du temps. On pourra faire comme avant. On regardera des films ensemble, on parlera de la pluie, du beau temps et... Je sais que tu manques à Oscar, même s'il ne le montre pas, mais tu manques à Yann aussi, tu manques à plein de gens. Je suis juste perdue. J'ai déjà fait beaucoup de mal. J'essaye de gérer ça au mieux que je peux, mais c'est tellement absurde comme situation. Et je sais que tu veux me comprendre et je sais que tu fais tous les efforts du monde comme Yann, d'essayer de me soutenir, mais je sais aussi qu'au fond, c'est difficile à croire. J'aurais été la première à en douter. Et je vous en ai jamais voulu pour ça. Tu sais ce qu'ils disent sur moi? Tu sais ce que mes anciens collègues qui me respectaient disent sur moi dans les couloirs? Ils pensent tous que je suis une accro, que j'ai sombré, que je fais partie de toutes ces personnes qui sont stupes et qui en fait consomment derrière, qui profitent de leur pouvoir. Tout le monde pense que j'ai fini comme mes parents, parce que c'est génétique, parce qu'on fait tous la même merde. J'ai perdu tout ce que j'avais créé, Emma. Si même Oscar me croit pas, tu crois que ça veut dire quoi sur moi? Ça veut dire que j'ai réellement brisé quelque chose, j'ai été trop loin. Et c'est très bien d'aller voir la psy, et
Et il m'aide, je suis moins psychotique, je suis moins parano, je suis moins obsédée, mais je peux pas arrêter de penser à ce qui s'est passé. Je ne peux pas. C'est gravé dans ma peau. Et j'ai rien qui peut le prouver. Et vous me croyez parce que vous m'aimez. Pas parce que vous savez que c'est vrai, mais parce que vous m'aimez. Et Oscar, je lui ai montré autre chose et je peux pas le laisser comme ça. Il faut que je dénoue cette affaire, il faut que je reprenne pied, il faut que je mette un sens à tout ce bordel, quoi. Et je sais que je pourrais pas le faire sans vous, mais je sais aussi que l'état dans lequel je suis actuellement est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop instable, c'est pas moi. Et je refuse de faire du mal à quelqu'un que j'aime. Encore. Il y a un grand silence dans ce café vide qui dure un très long moment. On va t'aider à résoudre tout ça, je te le jure. Et t'inquiète pas pour Oscar, je sais que... Je parle pour moi, mais je sais que t'as rien fait de mal, Mallory. C'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé. En tant qu'officier de police, on est confronté à des risques terribles. Et malheureusement, t'en as été victime. Tu n'étais coupable de rien à part d'avoir voulu faire ton travail correctement. Et maintenant, on va élucider ce qui s'est passé ensemble. On va s'entraider et on va dénouer les nœuds de cette affaire, une bonne fois pour toutes. Alors, regarde sa montre. Je suis désolé, mais je peux pas rester. Tu m'as déjà accordé beaucoup trop de temps. Temps de bosser, va. Tu sens qu'elle est assez affectée par cette dernière phrase. Elle se lève de sa chaise, elle se tourne vers toi, elle récupère son sac qu'elle avait posé à côté de sa chaise, elle te regarde fixement, comme si elle attendait que tu lui dises quelque chose. Allez, vas-y, ça va aller. Tu recevras le dossier des éléments de l'enquête que nous avons déjà. Un rendez-vous pour prendre connaissance avec les autres membres de la brigade et très bientôt. J'ai hâte. Au revoir Mallory. Ciao, Emma. Elle quitte le café, te laissant seule face à ta tasse de café froid. J'aimerais savoir ce que tu comptes faire à partir de maintenant. Déjà, Mallory, elle fait une petite dépression devant sa tasse à café. En fait, là, il y a son cerveau qui fait des marathons dans tous les sens du « Oh putain, il y a trop d'informations ». Je pense qu'elle reste un bon moment dans ce café devant cette tasse vide à se dire putain, dans quoi je me suis embarquée, quoi. Je suis pas du tout prête à faire ça, je suis plus apte à le faire. Qu'est-ce que je fous? Elle pense à son frère. En tout cas, peut-être qu'elle peut juste envoyer un message à Yann et lui disant écoute, je viens de parler avec Emma, je sais que t'es au courant. J'ai accepté, mais je sais même pas pourquoi en fait. Elle envoie juste un SMS comme ça, hyper détaché. En fait, c'est typiquement le genre de message que t'envoies en mode bah les couilles, mais t'espères que la personne va te répondre attends, viens, on en parle, viens, ou j'attends, rentre chez toi, je vais passer. Je pense qu'elle envoie ce message sur le chemin pour rentrer chez elle, parce que de toute façon, sa vie, ça consiste à aller chez la psy, essayer d'appeler Oscar, voir Emmanuel de temps en temps et rester chez elle. Parce que de toute façon, elle a trop peur de l'extérieur, elle a trop peur de faire des blackouts, elle a trop peur de vivre des trucs qu'elle a pas envie de vivre, donc... Pendant que t'es en train de marcher, t'as une sensation étrange qui te parcourt. Comme tu me le décrivais tout à l'heure, tu as tout le temps froid. Mais là, tu ressens une sensation qui part du bas de ta nuque et qui caresse l'arrière de ton crâne, puis qui semble se propager sous ton crâne, comme si ta cervelle commençait à avoir froid. Ton cœur se serre, et j'aimerais que tu me tires ton désavantage de médium involontaire, s'il te plaît. Vas-y, j'avais fait cette... Alors, qu'est-ce que tu me réserves de beau? Tu sens comme une main froide qui est partie du bas de ta nuque pour monter sur le haut de ton crâne et qui sent comme attraper ta cervelle directement. Et au moment où tu ressens cette sensation de froid et que ton cœur se serre de toutes ses forces, tu sens comme une présence se positionner à côté de ta tête, à ton oreille, te murmurer « Ouvre les yeux !» Tu n'es plus là où tu te trouvais. La pluie a recommencé à tomber. Tu te trouves dans une ruelle sombre. De chaque côté de toi, tu vois des immeubles immenses qui semblent partir à perte de vue. Tu vois pas les limites de ces immeubles. Tu es dans une impasse où aucune lumière ne paraît. La seule source lumineuse que tu vois, c'est une ampoule rouge au-dessus d'une porte qui te fait face. Sous tes pieds, un sol pavé,
une odeur de renfermé tout autour de toi. Et cette porte qui te fait face avec ce néon rouge. Alors, concrètement, je pense que physiquement, elle est complètement déséquilibrée. Je pense qu'elle a un instant de reprise de son corps parce que, concrètement, elle vient de se téléporter pour elle, donc elle se repositionne dans l'espace qui vient d'apparaître sous elle. Est-ce qu'elle peut regarder l'heure? Tu sors ton portable et tu vois en fait que l'écran est en train de glitcher. OK. Donc là, elle panique un peu parce que d'habitude, quand elle a des absences, elle vérifie toujours l'heure, voir combien de temps elle a disparu, entre guillemets, combien de temps elle a échappé à sa propre vision. Du coup, là, elle comprend pas trop, elle se dit que son téléphone est pété. J'aimerais bien qu'elle sorte son carnet, par instinct, et qu'elle commence à noter tout ce qu'elle voit autour d'elle. Donc les pavés, les immeubles, les odeurs qu'elle ressent, la porte, la lumière. Si elle peut, je voudrais qu'elle observe autour d'elle, voir si elle voit une plaque d'une rue ou si elle reconnaît un endroit spécifique de Paris. Est-ce que tu dirais que tu observes la situation? Ouais, allez. Ok, j'ai fait 11. Du coup, est-ce que je peux te poser la question du est-ce qu'elle reconnaît un élément qui lui est familier ou en tout cas est-ce qu'elle peut noter quelque chose qui lui permettrait de se repérer dans l'espace? Tu ne reconnais absolument rien du tout. Ce n'est pas du tout une ruelle de Paris que tu connais. Et je me permets d'ajouter ce détail en sachant que tu as un instinct qui est quand même très développé. Tu ne saurais même pas dire si tu es vraiment à Paris. Donc elle observe autour d'elle, elle voit que elle ne reconnaît absolument rien, que ça ne ressemble en rien à ce qu'elle connaît de Paris et elle connaît très bien cette ville. Donc elle note quand même tous les détails qu'elle voit. Elle garde une main sur son arme de service et elle décide de se diriger doucement vers cette porte rouge. Que tu vas ouvrir du coup. Et oui, du coup. Tu ouvres la porte pour faire face à un couloir silencieux. Le son de la pluie ne te parvient plus que de très loin, atténué par des mètres cubes du béton qui t'entoure. Sous tes pieds, un sol carrelé d'un blanc immaculé s'étend sur une infinité le long d'une coursive stérile qui est encadrée de portes anonymes. Les fenêtres que tu vois sont calfeutrées de planches et de papier journal ne filtrant qu'une lumière blanche. Une lumière qui ne peut pas venir de l'extérieur parce qu'elle est trop éclatante. Tout autour de toi, tu entends un cliquetis. Quelque chose qui semble tourner dans les murs, comme une espèce de système de rouage qui cliquette autour de toi. Tu fais face à ce long couloir. Donc comme t'as dit, elle comprend que les lumières des fenêtres ne peuvent pas venir de l'extérieur. Du coup, ça lui paraît vraiment très étrange, donc elle s'approche pas des fenêtres. Par contre, elle va observer les portes qui sont dans ce corridor. Est-ce qu'elle peut essayer d'en ouvrir une, très délicatement, parce que peur de savoir ce qu'il y a derrière. Tu ouvres la porte sur une pièce de grande taille, un petit peu le même aspect que ce couloir. Le sol y est carrelé de blanc. Tu vois, en entrant et en fixant un petit peu plus ton attention, certains carreaux sont fissurés. Il y a aussi une fenêtre qui est calfeutrée donc par ce mélange de papier journal et de planches. Il bouge toujours cette lumière qui éclaire très faiblement la pièce. La pièce est complètement vide, mais en regardant un petit peu autour de toi et en prenant le temps, tu devines qu'elle a dû servir autrefois à accueillir quelqu'un. Tu vois qu'il y a un placard sur ta gauche, prégnante que quelqu'un y a vécu. Pour elle, ça paraît surnaturel, donc elle s'y attarde peut-être pas trop et peut-être qu'elle essaye d'ouvrir une seconde porte, voir si c'est exactement la même chose. Effectivement, tu ouvres la porte attenante, la porte à côté, je devrais dire plutôt. C'est le même type de pièce. Et je ne sais pas si tu comptes ouvrir d'autres portes ou pas. Ouais, parce qu'elle est curieuse en fait de pourquoi il y a un couloir vide comme ça avec autant de portes. Tu ouvres plusieurs portes et c'est toujours un peu la même configuration. Je vais chercher des indices. En fait, tu vas lancer ton jet et on va partir du principe que tu prends le temps d'étudier tout le couloir, de chercher un petit peu partout ce que tu peux y trouver, d'accord? Ok. Oh, 14! Parfait! Du coup, 14, j'ai le droit à une question. Oh, mais je saurais pas pourquoi poser, moi. Alors dans ce cas, on va faire autrement. Te demander de me relancer 2d10.
À l'aveugle comme ça? Ah, tu as fait 8 et 5. Ce jet de dés va te permettre de récupérer 2 indices Ok. que je vais te donner maintenant. Tu prends le temps, dans une des pièces, de bien regarder le sol parce que tu bloques sur le fait qu'il y a plein de fissures en fait sur les dalles dans une des chambres. Et en fait, en regardant un petit peu ces fissures, tu devines qu'il y a une des dalles qui peut se déceler. Ok. Du coup, tu la décèles et tu trouves une boîte. Quand tu ouvres cette boîte, tu vois qu'elle est remplie de bijoux. Il y a des bagues, des bracelets, des colliers, tu vois des alliances. Elle est remplie à ras-bord de bijoux. Tu peux emmener la boîte avec moi? Alors très bien, tu la ranges dans une poche de ta parka. Tu es un petit peu décontenancé par ta découverte sur le coup, du coup tu t'avances un petit peu dans le couloir et tu remarques en fait au bout d'un long moment à marcher en réfléchissant à ce que tu viens de trouver qu'il y a une porte qui ne ressemble pas aux autres. Du coup tu l'ouvres et tu tombes sur un escalier. Cet escalier il est complètement désaffecté, c'est-à-dire qu'en fait il y a une énorme grille de métal rouillé qui t'empêche de l'emprunter. Mais par contre, en observant un petit peu cette toute petite cage d'escalier un petit peu étroite, où il n'y a aucune lumière qui filtre à part la lumière qui rentre depuis le couloir. Sous cet escalier, tu tombes sur une caisse. Une caisse en métal. Quand tu l'ouvres, tu tombes sur du matériel médical. Poche de perfusion. Il y a des seringues. Il y a des cathéters. Mais surtout, il y a une bouteille d'un liquide. Et t'es assez expérimenté dans ce domaine pour savoir que c'est de l'anesthésiant. J'emmène la bouteille. Avant d'enchaîner sur la suite, parce que j'ai un dernier truc dont je dois te faire part, est-ce que maintenant tu as une question que tu voudrais me poser? En fait, de la description de ce que Mallory voit et ressent, elle a un espèce de truc qui lui dit que ça lui fait penser à là où elle était lors de l'accident. Et trouver ce coffre métallique rempli d'objets médicaux qu'elle a vus et qu'ils ont utilisés sur elle ce jour-là, elle peut pas s'empêcher de penser que c'est lié, à ce qu'elle a subi. Donc est-ce que je peux te poser la question de est-ce que c'est là qu'elle s'est réveillée ce jour-là, le jour de l'accident? Je vais t'y répondre très honnêtement. Ce n'est pas là, mais c'est un endroit qui est complètement similaire et qui a certainement la même fonction. D'accord, c'est pas là où j'étais, mais c'est pas pour rien que je peux les comparer. Oh, c'est clairement le même type d'endroit. OK, Je suis toujours dans l'optique que t'es vraiment en train de marcher dans le couloir, tu tombes sur ces éléments qui t'interpellent, tu te fais cette réflexion de «Eh attends, mais c'était pas là, mais ça ressemble vraiment beaucoup à ce que j'ai vu». ah oui, ça lui glace le sang d'avoir cette réalisation-là du: «Wow, attends, c'est beaucoup trop similaire là». Quand tu reviens de la cage d'escalier, tu tapes contre quelque chose du pied. Quand tu baisses les yeux pour voir ce que c'est, tu vois que c'est une boule de papier chiffonné. OK. Bah, je veux bien, la récupérer et la déchiffonner. Quand tu le déplies, tu vois que c'est du papier de plutôt bonne qualité. Il y a un logo en haut à gauche de ce papier. Pour te le décrire, ce logo, c'est un hexagone avec un cercle noir au milieu. Griffonné sur ce papier d'une main tremblante au crayon, il y a ce que tu devines être un poème. Je vais te demander de me le lire. Je regardais dans le miroir la cour d'Opale, m'avançais dans ces rues silencieuses, saluant son ministre à l'épée, enfoncé dans le cœur. Une couronne sans roi, au milieu d'un océan de sang. J'ouvre les portes des tunnels avec la clé. Je contemple notre fin. Arrêtez. Faites-les arrêter. Pitié. Comment se sent Mallory à la lecture de ce poème? Un peu perturbée parce que je pense elle s'attendait pas forcément à lire un poème dans ce genre de contexte. Je trouve ça très mystérieux, très énigmatique, je trouve ça un peu onirique parce que ça n'a pas vraiment de sens pour elle, ça veut pas dire grand-chose pour elle. Mais quand même la fin de ce poème, je contemple notre fin, arrêtez, faites-les arrêter, pitié. Ça lui reste, physiquement en fait, genre ça reste gravé,
ça attire son regard, juste ces derniers mots. Ça la met plutôt dans un état de stress et d'incompréhension un peu plus élevé parce qu'en fait, ça paraît encore plus irréel au fur et à mesure que ce couloir grandit en fait. Hein. Donc ça la rassure pas trop de lire ce genre de phrases. Tu es là au milieu du couloir, avec ce papier dans les mains. Qu'est-ce que tu veux faire? Je prends le papier, je le mets dans la énième poche de la parka et je crois que là, en fait, elle cherche juste une sortie. Là, elle veut partir. Elle a vu des trucs, elle avait pas forcément envie de les voir maintenant. Donc là, je crois qu'elle est en quête de sortie. Tu rebrousses chemin. Quand tu le fais, tu dépasses une des portes que tu avais fermées. Et quand tu passes à côté, tu te figes. Parce que tu entends des pas derrière. Mallory se fige, elle est tétanisée. Il y avait personne quand elle est venue. Donc là, elle se dit que quelqu'un est rentré pendant qu'elle était plus loin dans les couloirs et qu'elle a pas fait attention. Tremblotante et complètement paniquée, elle continue de rebrousser chemin vers là d'où elle vient, mais discrètement. Elle essaye de se faire discrète, parce qu'en soi, elle sait qu'elle est pas dans un endroit rassurant et qu'il lui veut pas du bien, donc elle sait que s'il y a quelqu'un, il y a des très fortes chances que ce ne soit pas quelqu'un qui lui veuille du bien. Et elle veut pas prendre le risque. Donc elle va essayer de se faufiler discrètement sans attirer l'attention du gens derrière la porte. Tu avances discrètement en essayant de faire le plus vite possible le long du couloir. J'imagine que tu te retournes de temps en temps pour jeter un œil derrière toi. Tout à fait. Mallory est très prudente. Alors que tu arrives pas loin de la porte, tu entends la porte devant laquelle t'es passé tout à l'heure, celle derrière laquelle il y avait les pas. Clac. Elle s'ouvre. Et tu vois une forme passer sa tête. Une forme immense. Mais que tu reconnais instantanément parce que tu l'as vu pas plus tard qu'en début d'après-midi. Il est toujours vêtu d'un poncho de pluie. Il passe sa tête dans l'entrebâillement de la porte, puis le reste de son corps. Il se déplie presque. En passant, il rentre dans le couloir, il regarde dans la direction opposée à la tienne, et tu sais que dans une petite seconde, il va tourner sa tête dans ta direction. Là, c'est la tétanie, c'est le trauma, c'est tout refait surface, tout est en train de remonter, donc elle est complètement en peur panique. Mais en fait, elle est tétanisée de le voir, mais la peur qu'il la voit prend le dessus. Et je pense que là, elle réfléchit pas et elle dépasse cette peur tétanisante de « Oh mon Dieu, c'est ça, je reconnais cette chose ». Mais en fait, là, s'il me voit, c'est fini pour moi, quoi. Elle se gifle un peu mentalement et en fait, elle court. Juste, elle court vers la porte. Et si elle arrive, je veux bien qu'elle ferme la porte. On va malheureusement devoir utiliser un jet d'agir sous la pression. J'ai fait 3. Non mais c'est abusé. Du coup c'est -2, du coup c'est 1. J'ai fait 1. Tu commences à courir, tu regardes derrière toi et en fait ce faisant tu te prends un peu les jambes, tu trébuches un petit peu, t'arrives à te rattraper à un mur. Le squelette tourne brusquement sa tête vers toi. À une fraction de seconde où vous vous regardez l'un l'autre, tu vois deux grands yeux noirs et vitreux qui te regardent depuis le bout du couloir. Et il commence à avancer vers toi. Il marche, mais ses enjambées sont tellement grandes qu'il va arriver à ton niveau très très vite. C'est le bon moment de le filer. C'est le bon moment de lui échapper, ouais. Donc si tu le désires, tu peux utiliser ton avantage de filature pour commencer à courir et le semer le plus vite possible. Je fais 2d10 plus perception. Ouais, c'est ça, 2d10 plus perception. Ok. 15. C'est bien 15. Tu détales en courant, tu ouvres la porte en grand. Tu te retrouves donc dans la passe que je te décrivais tout à l'heure. Tu commences à tracer. T'enfiles quelques rues qui se suivent les uns les autres. Tu devines qu'il est pas loin derrière toi. Ton instinct d'enquêtrice commence à reprendre le dessus. Et tu te plaques contre un mur, entre deux ruelles. T'es tellement silencieuse et tellement planquée en fait qu'il te dépasse. Et de très près. Hein. Comme tu as fait un très bon jet, tu as l'opportunité, si tu le désires, de le prendre à ton tour en filature. Ça me paraît très risqué. Mais en même temps, je me dis que je suis perdue dans cet espace que je ne connais pas. Et que potentiellement,
il pourrait m'amener quelque part qui m'arrangerait. Effectivement, t'as couru dans le noir pendant un long moment et t'as réussi à te repérer dans l'espace en te fiant à tes sens et ton instinct. Mais là, tu sais pas vraiment où t'es. OK, je le prends en filature. Mais en gardant quand même en considération qu'elle est pas du tout sereine, qu'elle est pas du tout bien à l'idée de devoir suivre son trauma, sur pattes, parce que c'est ça qu'il incarne, hein, c'est elle sait que là, elle est perdue, elle peut rien faire, mais qu'il faut qu'elle sorte d'ici, qu'importe où c'est et ce que c'est, et que potentiellement la seule chose qui pourrait l'amener à ça, c'est cette chose-là. Elle le suit, le plus discrètement possible évidemment, mais elle est pas bien, elle est vraiment pas bien. Je te demande pas de faire de jet pour ça puisque t'as réussi ton jet précédent. Tu gardes une distance raisonnable, j'imagine, tu te caches dans des coins de ruelles et tout. Il continue à courir pendant un moment, t'es vraiment dans un réseau de ruelles qui sont très étroites et très sombres, que tu reconnais pas du tout. T'as des murs salis et noirs partout, avec des tuyaux qui en pendent. T'as toujours cette sensation d'entendre un cliquetis autour de toi. Puis au bout d'un moment, cette sensation de plus savoir où tu es, de plus reconnaître l'espace, elle commence à s'estomper parce que petit à petit, les ruelles se font un peu plus grandes et un peu plus lumineuses. Tu saurais pas te repérer dans ce labyrinthe que tu viens de parcourir, mais lui finit par émerger en fait dans un endroit qui est beaucoup plus lumineux, vraiment à la frontière entre l'ombre et la lumière. Et en fait, tu reconnais une ruelle, grande ruelle espacée, tu respires à nouveau parce que tu vois des vitrines de magasins, tu vois des enseignes, tu vois des panneaux publicitaires, tu vois des grands immeubles, tu reconnais Paris. Lui se tient à la limite pendant un instant, il regarde autour de lui comme si tu cherchais du regard en fait. Toi tu as une distance d'une dizaine de mètres derrière lui, tu es caché dans l'ombre. Il regarde autour de lui, lentement, puis il se déplace vers un mur qui couvre une partie de la ruelle d'ombre et il semble se disparaître dans cette ombre. Je suis pas persuadée qu'il est plus là. Je reste, méfiante, je reste, consciente qu'il y a un danger potentiel qui me cherche. Donc je m'approche, très discrètement et très lentement, de cet échappatoire lumineux, et voilà, mon but, c'est juste de me rapprocher de ce que je reconnais. Ce faisant, du coup, tu rentres lentement dans la lumière à nouveau. Et du coup, le mur vers lequel est parti le squelette, il est plus là. La seule chose que tu vois contre ce mur, c'est une bouche d'aération. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Déjà, je m'assure que ce qui est autour de moi est bien ce que j'ai reconnu et qui est bien le Paris que je connais. Prends mon petit carnet et je note exactement tout ce qui vient de se passer et je note tout ce que j'ai retenu. Plein de petits détails, plein de petites, notions qui me sont apparues. Je veux bien checker mon téléphone, voir quelle heure il est. Ton téléphone fonctionne, il n'est plus glitché. D'accord. Tu vois qu'une petite heure s'est écoulée depuis que tu as quitté le café où tu as rejoint Emmanuel. Il fait d'ailleurs plus sombre maintenant dans les rues, l'éclairage public commence à s'allumer, créant une panoplie de couleurs entre le rouge et l'orangé qui illumine les rues et les flaques de pluie à tes pieds. Tu vois que Yann t'a répondu. Alors qu'est-ce qu'il dit? On en parlera face à face. Je suis pas dispo dans les heures qui viennent, mais on peut se voir bientôt. Il a le ton qu'il a habituellement quand il est au boulot en fait. Ouais, ouais, c'est ce que je comprends, c'est habituel. C'est pas décevant, mais c'est vrai que je pense qu'elle attendait une autre réponse. Elle lui répond, normal, genre, «OK, bah, dis-moi quand on peut se voir», quoi. En fait, en envoyant un message aussi machinalement et aussi naturellement, elle a cette réalisation du: «Non mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais où? Je viens d'où?» Alors je voudrais bien qu'elle se retourne, voir d'où elle vient et voir si cette espèce d'antre lumineuse existe toujours. Non, Et du coup, je voudrais qu'elle vérifie ses poches, voir si elle a toujours la boîte à bijoux, la bouteille et le poème. oui. Ça la perturbe beaucoup parce qu'en fait, il y a une part d'elle qui se disait du coup, «Bon, bah, j'ai fait un bad trip, je suis partie dans les limbes de mon cerveau et j'ai pété un plomb». Mais en fait, de voir physiquement cette attache, elle se dit: «OK, il y a vraiment un truc que je comprends pas. Il y a un truc, dont j'ai pas les bonnes ficelles, quoi». Donc je pense qu'elle renvoie un message à Yann
Elle sait qu'il est pas dispo, hein, elle sait que ça va rien changer, mais elle renvoie un message à Yann en lui disant, hem: «Vraiment dès que tu peux, faut vraiment qu'on parle d'un truc». Elle sait pas trop ce qu'elle a vécu donc elle veut pas, inquiéter pour rien. Je pense qu'elle veut rentrer chez elle parce que là, elle a perdu ses repères, elle a perdu du confort, elle a perdu de l'énergie, elle a perdu, beaucoup de santé mentale. Donc je pense qu'elle veut rentrer chez elle, essayer de se calmer, de se détendre et de se poser face à toutes ces questions qui lui viennent en tête. On ellipse un petit peu ton retour à ton appartement. J'aimerais que tu me décrives l'appartement de Mallory. C'est un petit studio de, je sais pas, 25 carrés à tout péter. Elle est à 2 doigts de, dormir dans sa cuisine. C'est un petit appart, il y a pas de chichi, tout est là pour une raison. Il y a une table pour manger, il y a une seule chaise, il y a un lit, avec juste, un drap et un oreiller. Il y a pas de fleurs, il y a pas de plantes. Il y a une photo de son frère, une photo de quand ils étaient petits, avec Emmanuel. C'est d'ailleurs la seule photo qu'ils ont tous les 3 avec Emmanuel. Tout a un but dans cet appartement. Il y a pas de divertissement, il y a pas de Qu'est-ce que tu fais quand tu en ouvres la porte et que tu t'y retrouves? elle enlève sa parka et je crois qu'elle s'effondre. C'est vraiment du relâchement physique. C'est naturel, elle sait que son lit est là et c'est genre, hop, elle tombe. Elle pense un peu à ce qui s'est passé, elle essaye de réfléchir, elle a son petit carnet, elle regarde ce qu'elle a noté. Qu'est-ce qu'elle pourrait lier, tout ça, mais très flou, c'est très vague et elle est dans un épuisement qui est assez profond pour être, dans un état presque second. Il y a un temps assez long qui se passe où tu es en train de décompresser physiquement, tu décompenses en fait, dans ton lit, quand tu entends quelqu'un taper à la porte. Là, il est tard, non? Il est 18h, 19h, quelque chose comme ça. OK, bah, écoute, elle se lève et elle va regarder dans le Judas. C'est Oscar. Elle a un petit recul de: «Qu'est-ce qu'il fout là?» Elle ouvre la porte. En fait, elle aurait envie de lui dire un milliard de choses, mais je pense qu'elle ouvre juste la porte et qu'elle reste un peu, béat devant lui. Il est plutôt bien habillé, ça fait un moment que vous vous êtes pas vus et tu sais pas vraiment ce qu'il est devenu ces 6 derniers mois, mais tu vois qu'il a l'air plutôt en forme. Et il est comme toi, il sait pas vraiment quoi dire. Emma m'a dit ce qui s'était passé et je voulais savoir comment tu allais. Fallait pas qu'elle t'inquiète comme ça pour rien, c'est pas Évidemment que je m'inquiète, Malo. tu devrais pas, c'est à moi de m'inquiéter pour toi, c'est mon rôle de grande sœur. Non, moi je vais bien. Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Du coup, il entre à ta suite. Ça fait super longtemps qu'il a pas mis les pieds dans cet appartement. Et il regarde autour de lui. Ça a pas bougé ici. Non, tu me connais, j'aime bien la constance. Il enlève son, il enlève son manteau, toujours en silence. Tu vois qu'il sait pas trop quoi dire. Il sait même pas où vraiment le poser. Il trouve une chaise dans un coin. Il le pose dessus en te regardant en mode c'est ok, je peux le poser là. Il se tourne vers toi et dit genre je suis désolé. Tu pas à t'excuser. S'il y a quelqu'un qui doit s'excuser ici, c'est moi. Écoute, ça fait des mois que tout le monde me dit que je fais de la merde avec toi, que je prends pas le temps de te parler, que je prends pas le temps de prendre des nouvelles, que je suis en colère pour rien, que je veux pas comprendre. J'ai juste eu peur, c'est tout. Je sais, mais je voulais pas te faire peur et je me suis fait peur aussi et je suis désolée que tu aies dû voir ça et je suis désolée que ça t'ait fait revenir des, très, très mauvais souvenirs dont j'essaye de te protéger le plus possible. Je suis perdue. Je suis pas aussi forte que ce que je voudrais l'être pour toi et c'est dur à accepter, c'est dur de le réaliser et je suis dans une période où il s'est passé des trucs que je n'arrive pas à expliquer et que je ne comprends pas et ça s'est répercuté sur toi et j'en suis navrée parce que je devrais mieux savoir, je devrais mieux faire et c'était pas juste. C'était pas juste ce que je t'ai dit, c'était pas juste ce que j'ai fait. J'aurais pas dû avoir ce comportement avec toi, j'aurais pas dû me laisser aller comme ça. Je sais qu'il y a des «preuves» entre guillemets «accablantes», mais je te jure que je n'ai pas pris cette drogue. Je ne l'ai pas prise de mon plein gré. Je sais que mon comportement montrait l'inverse, mais j'étais vraiment juste confuse et perdue et j'avais juste plus de repères et je savais plus quoi faire et tu avais juste pas à voir ça. C'était injuste. Je suis désolée.
C'était pas de ta faute et j'ai pas voulu comprendre parce que j'étais terrorisé et tu raison de dire que ça m'a remis le nez dans des souvenirs que j'aurais préféré oublier, mais il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais pas été juste avec toi et je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour que tout redevienne comme avant, mais j'ai envie que ça redevienne comme avant. J'ai besoin de ma sœur. Mais moi aussi, mais je fais tout pour et c'est juste que c'est dur, c'est la chose la plus dure que je suis en train de faire de toute ma vie et j'ai fait des trucs beaucoup trop durs pour un certain âge, je le sais, mais là, c'est au-dessus de mes forces et ça va prendre du temps, je sais pas combien de temps et je sais même pas si j'y arriverai, donc je peux pas t'offrir de stabilité et je veux pas que tu me revoies comme ça, je veux pas te refaire de mal, c'est tout. Je veux pas, je me refuse à Je veux t'aider autant que tu peux me laisser t'aider. non, le principal, c'est que tu prennes soin de toi, que tu finisses tes études, que tu restes le bon élève que t'es. Avec Emma, t'es en sûreté. Donc t'occupe pas de moi, je te donnerai des nouvelles, je te promets. Mais je veux pas que tu t'inquiètes et je veux pas que tu rentres dans ces histoires-là. Je veux pas que ça t'impacte plus que ça ne l'a déjà fait. D'accord. Est-ce que est-ce que je peux rester un peu avec toi? Oui, oui, évidemment. Mais il faut que tu préviennes Emma. Ouais, elle le sait déjà que je suis venu ici. Elle m'a passé un savon quand je suis rentré tout à l'heure et elle m'a dit que j'avais intérêt à t'appeler parce que t'en avais besoin et ça et d'autres trucs qui se sont passés m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête d'être un sale con et que je vienne te parler. J'ai un peu eu une semaine de dingue. Écoute, si tu restes un peu, on peut en discuter avec plaisir. Il regarde autour de lui, en fait, tu vois qu'il a envie de s'asseoir, mais il y a rien pour s'asseoir en fait à part ton lit. Il y a une chaise et un lit. Il s'assied sur le rebord du lit. Bon, déjà toi, c'est 6 mois qu'on s'est pas vu. Je sais que tu voyais un psy. Comment tu te sens genre là tout de suite, je sais que t'as une journée de merde et t'es pas obligé de m'en parler si t'as pas envie, mais J'en ai vécu des trucs en étant flic, mais je crois que les pires trucs qui m'arrivent, c'est quand je suis même pas flic. C'est même pas drôle. ouais, ok. Je crois te comprendre. Ça fait des mois que je suis en stage. Chaque fois, je me dis, genre, putain, mais je peux pas avoir pire que ce que je vois dans l'asile. Mais en fait, non, il suffit que j'aille dans la rue et c'est juste la folie, en fait. Et il m'est arrivé un truc de dingue il y a quelques jours. J'ai pensé à toi, en fait. J'ai voulu t'envoyer un message, j'ai pas osé comme un con, mais j'avais rencontré quelqu'un. Mhm. C'est fini, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc j'ai rencontré cette meuf à une soirée plutôt mignonne, très intelligente, ça se passait bien. On se ressemblait pas trop, mais bon, voilà, je me disais, bah, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Artiste, étudiante en histoire de l'art. On m'invite à un vernissage improbable dans une boîte qui va ouvrir dans pas longtemps. Moi, j'y comprends rien à ces trucs. Je débarque là-bas comme une fleur, et je suis là au milieu en me disant ouais, ok, c'est cool, mais du coup, où elle part? Et, et du coup, elle est là, elle me dit ouais, tu vois, ça c'est trop bien, machin. Elle me présente son prof d'histoire de l'art et de philosophie. Et en fait, je rencontre un mec dans la soirée et on commence à discuter et là, nature, je pense qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il me disait, mais le mec me dit super nature que en fait, il a vu ma meuf littéralement un quart d'heure avant acheter un pochon à son prof dans la soirée. Et là, je pète un plomb. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait, on était au milieu d'une piste de danse, je sais pas quoi, et la meuf, elle était tranquille en train de boire son verre, et je l'ai incendiée devant tout le monde. Et dans la foulée, la meuf capte que je viens de parler ce mec-là, du coup, et je lui dis, mais c'est lui qui m'a dit qu'il t'avait vu et tout. Je commence à me barrer et je l'entends y aller et incendier le mec devant tout le monde. Et lui dire, mais tu prends pour qui, machin? Et le mec était flic. Et t'imagines, le mec est flic tout seul dans une soirée étudiante avec que des gens qui crachent sur la police, qui sont en mode ouais, nique le système, machin. Et bah du coup, on s'est retrouvés dehors, j'étais en train de fumer ma clope. Il est sorti tout penaud en mode bon bah je me casse du coup. Je sais pas, ça m'a fait penser à toi, je me suis dit Ouais, en fait, ce qui t'a fait penser à moi, c'est que t'as incendié quelqu'un qui a pris de la drogue.
Non, c'était le fait de croiser un flic en soirée. En vrai, le mec était super sympa et il était comme moi. C'était une meuf qu'il connaissait, qu'il avait traîné là et il était pas du tout dans son élément. Et Mais tu sais ce qu'il faisait là, le flic? bah, en vrai, improbable. Il m'a dit que c'était une pote à lui qui exposait, qu'il avait invité là et qu'en fait, il savait pas trop pourquoi il était venu. Non. On était là devant cette sculpture chelou. C'était une espèce de bloc de je sais pas quoi en blanc. Au milieu, je sais pas ce que c'était, un liquide rouge. C'est ce truc en émergé. C'était plutôt chouette pour le coup. C'était plutôt intéressant. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, hein. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire la meuf, mais c'était joli. Voilà, c'était ma semaine, c'était un peu bizarre, c'était moins intense que la tienne. Et ta journée, j'ai l'impression, mais c'était ma semaine. Bah écoute, t'as 20 ans, hein. C'est à cet âge-là qu'on expérimente et qu'on fait des trucs à con. Ouais, c'est sûr, mais bon, je m'en serais bien passé quoi. Moi, je sais que t'es vieille et tout, mais bon, c'est pas une Mais je t'emmerde. Un moment de silence, vous êtes tous les deux, vous calculez pas trop, puis à un moment il te dit tu m'avais manqué. Ouais, toi aussi, tu m'avais manqué. Donc vous passez un moment à discuter, à vous vanner, comme avant, à discuter et vous finissez par vous endormir parce qu'il est très tard. Et pour la première fois depuis des mois, tu fais une nuit où tu rêves pas, où tu te réveilles pas quelque part ailleurs dans ton appartement ou en pleine rue. Et c'est ici, notre aventure se termine. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Néon et Opale, une campagne pour Cult Divinité Perdue, écrite par Jericho. Cult est un jeu de rôle édité en France par Arcane Asylum et écrit par Robin Lienberg et Peter Nallo. La musique entendue tout au long de ce récit a été composée pour le podcast par Ciaris. Dans le rôle de Mallory Baron, Sully, avec Jericho en maître de jeu. N'hésitez pas à commenter et suivre notre avancée en suivant les liens liés à cet épisode, et à très vite pour la suite de Néon et Opale.